Madame, Monsieur, bonsoir. Les premiers signaux économiques de 2025 révèlent une situation financière des ménages marocains en clair-obscur. D'abord, selon Banque al-Maghreb, la masse monétaire des ménages a ralenti en janvier. En même temps, le recours au crédit à la consommation a, lui, progressé, tout comme les créances en souffrance. Alors, face à ces données, faut-il conclure que les ménages entrent en zone de turbulence ? Une part importante de l'économie reste toutefois informelle, avec des revenus qui échappent au radar statistique. Et ce qui peut échapper aux statistiques monétaires, eh bien, les ménages le clament eux-mêmes. Il n'y a qu'à se référer à la dernière enquête du Haut Commissariat au Plan, où 8 foyers sur 10 déclarent une dégradation de leur niveau de vie au cours des 12 derniers mois. Cette enquête révèle aussi que les écarts sociaux et géographiques se sont accentués depuis 2019. Mais l'engouement populaire suscité par l'affaire du poissonnier de Marrakech interpelle bien que les statistiques officielles. Cet engouement révèle un besoin profond de transparence, un cri du cœur face aux abus du marché et une prise de conscience collective qui s'affirme. Ce signal ne peut rester sans réponse politique. Plus qu'une simple affaire de prix, cette mobilisation pose une question essentielle. Quel contrat de confiance entre le gouvernement, les entreprises et les consommateurs? Avant de clore cet édito, je voudrais rappeler l'essence du nouveau modèle de développement, à savoir libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous. J'accueille pour le débat ce soir le professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed V de Rabat. Professeur Hassan El-Arafi, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. Nous avons également avec nous, il n'est plus à présenter, le politologue, professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat aussi, professeur Mustafa Shimi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Arafi, d'abord retour sur les statistiques monétaires de janvier 2025 telles que publiées par Banque al-Maghreb qui indiquent une décélération de la progression des actifs monétaires des ménages de 7,1 à 6,7%. Donc un ralentissement de la croissance des dépôts à vue et surtout la baisse des dépôts à terme. Comment doit-on analyser ces données en termes macroéconomiques et pour le simple des communs, pour, encore une fois, faciliter la lecture des données officielles aux téléspectateurs? Bon, je vais essayer d'être, en réponse à votre question, je vais essayer d'être simple et non simpliste, comme disait Balzac, afin d'expliquer ce phénomène. Bien sûr. Qui doit être en principe un phénomène de ce qu'on appelle l'effet de ciseau. Alors, il y a un parallélisme aujourd'hui où la masse monétaire augmente presque de 6,9%, et en même temps, on a les crédits en souffrance qui augmentent aussi. Comme vous le savez, la non-maîtrise de la masse monétaire a un effet immédiat sur le niveau de vie de la population, parce que l'augmentation de la masse monétaire, suivant la règle de Fischer, il entraîne automatiquement une augmentation générale des prix, donc l'inflation. Et donc, le rôle principal de Banque al-Maghreb, c'est ça. C'est sa fonction principale, c'est de maîtriser la masse monétaire afin de maîtriser l'inflation. Le ghla, comme on dit, c'est la cherté de la vie. Et donc, traditionnellement, je peux dire que parmi les politiques les plus réussies au Maroc, c'est la politique monétaire. Parce que depuis toujours, le Maroc était un État non inflationniste. On a toujours mis. Seulement aujourd'hui, on ne doit pas voir la réalité d'aujourd'hui avec les yeux d'hier. Avant, on calculait l'inflation suivant les statistiques, parce que c'est l'ACP qui calcule le taux de l'inflation. Mais c'est la Banque centrale qui utilise les résultats afin de maîtriser sa politique monétaire. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, si on s'inscrit dans la propre logique du citoyen, il n'a pas intérêt à entendre ce que je suis en train de dire, M1, M2, parce que c'est ce qui l'intéresse le plus. Pourquoi la vie, elle est chère. Mais tout sous... Mais on peut aussi, au-delà de la vie est chère, nous allons y venir, mais d'analyser le comportement, finalement, du consommateur
par rapport d'abord aux dépôts bancaires. Est-ce que l'épargne évolue autant que les crédits à la consommation, même si c'est un bon signe de la santé d'une économie, c'est que la consommation et donc les crédits à la consommation fonctionnent bien. Mais là, on voit une autre réalité, c'est les créances en souffrance qui sont aussi orientées à la hausse. Donc là, c'est un phénomène qui n'est pas normal. C'est un phénomène qui n'est pas normal parce qu'en principe, lorsque on recourt parce qu'il y a une augmentation de recours à l'emprunt, ça signifie qu'on va dépenser. On va dépenser en fonctionnement, on va dépenser c'est-à-dire en consommation, en investissement. Mais aujourd'hui, il y a un rétrécissement au niveau de la dépense. Mais ceci, il faut le lier à un phénomène psychoéconomique. Parce qu'on a peur, parce qu'on est prudent. Oui, il y a aujourd'hui la prudence des ménages. Quand il n'a pas l'air de pleuvoir, il y a un comportement, ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. C'est l'acteur économique, que ce soit le consommateur ou l'investisseur domestique, il ne va pas dépenser. Peut-être un commentaire aussi, puisqu'on lit un peu, on est en train de faire une analyse dans les signaux, ou en tout cas dans les données, que ce soit de l'enquête de Banque El Maghreb, de l'enquête aussi du HCP. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux enquêtes, professeur Sahimi, compte tenu aussi, il faut le dire, du climat actuel dans le royaume? J'en retiens essentiellement ceci. Pour commencer, une donnée macro-monétaire. Le cash, c'est un excellent indicateur de la situation d'une économie et donc sa politique monétaire. Le cash aujourd'hui, il est de 430 milliards de dirhams. Il a augmenté de 10% en un an. Tenez-vous bien. Le cash a été multiplié par 6 depuis février 2020, ça fait donc exactement 5 ans, où il n'était que de 65 milliards de dirhams. Il y a là un gros problème. C'est pour vous dire, et ça traduit quoi? Ça traduit que malgré tout, une non-insertion d'un certain nombre de ménages et de revenus dans l'économie formelle, c'est des choses qui sont connues, mais aussi c'est un élément de déficit de confiance. Alors, pour la question que vous avez posée, il y a le ressenti. Il y a les chiffres, évidemment, mais il y a le ressenti. L'indice de confiance des ménages que vous avez donné, il est de 46%, pour ce qui est du quatrième trimestre 2024. C'est vrai, il a augmenté 2 points par rapport au même trimestre 2023, mais ça reste quand même très modeste. Alors, les anticipations, c'est quoi? 81%, vous l'avez relevé, des ménages s'attendent à une dégradation de leur niveau de vie pour les 12 mois à venir, 2025. Il n'y en a que 14% qui considèrent que leur niveau de revenu, leur niveau de revenu va être stable. Et puis, il y a 4,8%, à peine 5%, qui considèrent qu'il va s'améliorer. Selon la même enquête du HCP, c'est le fossé qui se creuse. Et là, il faut vraiment mettre la lumière sur cet élément essentiel parce que là, il s'agit de la classe moyenne. On voit que la classe moyenne n'a rien qui bouge pour elle. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches s'enrichissent davantage. Alors que c'est le socle même de toute économie, de toute société saine. Donc là, parlons justement de cette classe moyenne, Moustapha Sahimi. Vous avez raison de le relever pour ce qui est de la classe moyenne. C'est précisément, j'y venais, la situation financière. 56% des sondés, suivant l'enquête ACP, considèrent que le revenu va leur permettre tout juste de faire face à leurs charges. Donc un équilibre zéro. La moitié. 41%, vous l'avez évoqué mon collègue aussi, vont s'endetter. 41% prévoient de s'endetter pour 2025, donc, ou de puiser dans leurs économies. Et puis, il n'y a que 2% qui considèrent qu'ils vont être épargnants. C'est vous dire les difficultés. Il y a donc là une situation financière préoccupante. 15% considèrent globalement que leur situation financière va s'améliorer. Vous en pensez quoi de ces chiffres? Vous en pensez quoi de ces enquêtes d'opinion, justement, Moustapha Sahimi? J'en pense d'abord ceci. C'est que la politique sociale qui est tellement prégnante dans le discours du gouvernement n'a pas donné les résultats escomptés. Et donc, premier point. Deuxième point, qui est pénalisé par les politiques publiques? Par les politiques publiques. Vous l'avez dit, c'est évidemment la classe moyenne. Mais en parlant de politique publique, si vous le permettez, Moustapha Sahimi, j'aimerais bien interpeller le professeur Arafi, qui est un expert en la matière.
Que font les politiques publiques de ces enquêtes d'opinion, des alertes et autres avis d'institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental, pour ajuster les politiques publiques, pour mieux répondre aux besoins de la population, qu'elle soit de la classe moyenne ou des autres classes socioprofessionnelles? Tout d'abord, on a un problème avec le concept lui-même, parce qu'il n'y a aucun texte au niveau de notre législation qui pourrait nous dire qu'est-ce que ça veut dire une politique publique. Est-ce que c'est une action publique, une intervention publique, un programme, un projet ou quelque chose d'autre? Même au niveau de la Constitution, on a une sorte d'ambivalence. Tantôt on parle de la politique générale de l'État, tantôt on parle de politique publique, le bilan de gouvernement. Il y a l'article 75 aussi de la Constitution qui nous convie à réfléchir sur un autre concept qu'on appelle les plans stratégiques de gouvernement. Donc aujourd'hui, on n'a pas une définition exacte de ce qu'on devrait entendre par politique publique. Est-ce que c'est une intervention? Parce que parfois, on peut l'appréhender d'une manière trop large, comme on peut l'appréhender d'une manière réductionniste. Abstraction faite de cette problématique conceptuelle qu'on n'a pas le temps de la débattre d'une manière assez approfondie. En tout cas, il a été important de le relever, oui, qu'il n'y a pas de la raison définition pour laquelle, claire. aujourd'hui, la 9e commission au niveau du Parlement, est-ce qu'il a évalué, émis un rapport susceptible d'appliquer l'article 100 de la Constitution en ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques par le Parlement? Parce que le concept n'est pas clair. Quand ils en font, parfois, ils évaluent des fonds, ils évaluent des comptes spéciaux, etc. Bon. D'une manière générique, on peut dire une politique publique, c'est une intervention publique qui peut se passer suivant un plan. Est-ce que le plan, justement, s'inspire? Est-ce que le plan prend ces données en considération quand on parle d'enquête d'opinion, tout aussi importantes soient-elles que des données publiées par le Haut Commissariat au plan, par le Banque El Maghreb, par des autosaisines du Conseil économique, social et environnemental? Tous des recommandations qui émanent de ces institutions constitutionnelles. Une politique publique n'est qu'une politique publique que lorsqu'il est pourvu d'indicateurs, d'un référentiel. Ces indicateurs peuvent être des indicateurs chiffrés, comme ils peuvent être des indicateurs qualitatifs. Je vous donne un exemple. En théorie. Je vous donne un exemple très concret. L'emploi. La politique de l'emploi. Oui. On a une stratégie de l'emploi de 2020-2030. Donc ça, en principe, on peut la considérer comme une politique publique. 2025, elle a été encore revue. Les dates ont été revues, c'est important de le soulever. Je vais vous démontrer comment la question du concept est très critique. Qu'est-ce qu'on a fait le 26 février? On a sorti une circulaire du chef de gouvernement qu'on appelle feuille de route. Oui. Alors, normalement, on n'a pas besoin d'une feuille de route parce que la feuille de route, c'est la stratégie elle-même. Mais on a besoin des programmes exécutoires de cette stratégie. Il y a le bilan. Il y a le bilan emploi 2022-2024 qui a été publié. Ça, c'est une évaluation. Pour l'actuel gouvernement. C'est une évaluation. Promesse initiale, on va le rappeler les chiffres. 1 million d'emplois créés sur le mandat, réalité destruction nette d'une dizaine de milliers. Projection 2022-2026 et un nouveau plan emploi très intéressant 2025-2030 avec un objectif d'1,5 million d'emplois créés d'ici 2030 si la pluviométrie revient à la normale. Alors, certaines politiques publiques, ils ont un caractère vertical. Par exemple, vous trouvez tout ce qui est infrastructure, c'est le ministère de l'équipement qui s'en occupe l'Europe. Mais il y a des politiques publiques qui ont un caractère transverse, c'est-à-dire des politiques publiques à caractère horizontal, comme l'emploi. C'est la raison pour laquelle c'est le chef de gouvernement qui a fait sortir la circulaire. Ce n'est pas le ministre chargé de l'emploi, parce que c'est une politique qui concerne tout le monde. Tous les secteurs sont concernés par l'emploi. Aujourd'hui, comment on va utiliser ces chiffres d'une manière qui n'est pas aussi complexe? Combien d'actifs on a? On a 11 millions. Oui. On a 11 millions d'actifs. Combien, lorsque les Marocains ils ont l'habitude de réduire l'emploi au secteur public,
Quand je dis secteur public, le secteur de l'administration, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc. Au maximum, on a 1 million. Donc les 10 millions, ils devront travailler où? C'est dans le privé. C'est l'investissement. C'est là où ces chiffres sont importants. Et donc, toute politique de l'emploi, on ne peut pas, par exemple, la dissocier de la politique de la croissance économique au Maroc. Comment on crée de la croissance économique au Maroc? Combien le taux de croissance, quel taux de croissance est nécessaire pour pour arriver à ce 1 450 000 D'après le benchmarking international, emplois. d'après les études, en principe, pour créer 30 000 emplois, vous devrez générer un point de plus de croissance économique. Le problème n'est pas là, parce que l'emploi n'est qu'une conséquence. Ce n'est pas question de mesures directes. Oui. C'est un output, c'est un outcome, c'est un impact. C'est un impact. Donc, ce n'est pas un effet immédiat. Et donc, pour créer de l'emploi, il faut investir. Pour investir, il faut avoir de l'épargne. Et ceci, il nous ramène à la problématique, problématique structurelle de notre économie marocaine, que je peux la résumer en 3 éléments. Le premier élément, c'est le problème de la productivité. Est-ce que, lorsqu'on mélange les facteurs de production, à savoir l'argent, l'infrastructure et la main-d'œuvre, est-ce qu'on crée quelque chose qui est productif? Et je vous livre au message de Sa Majesté, je pense, en 2000, lorsqu'il a interpellé pour le renforcement de l'investissement productif. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, le premier investisseur qu'on a, c'est l'État. C'est l'État, c'est le public. Oui. Deuxième chose, il y a aussi la compétitivité de notre économie. Est-ce que nous avons une économie qui est compétitive? Ça, c'est le deuxième. Et le troisième élément, c'est le financement de l'économie. Qui finance l'économie marocaine? Normalement, et ça c'est une question qui est liée à la politique monétaire, qui est liée à la balance, aujourd'hui, quel est le rôle des banques pour le financement de l'économie marocaine? Parce que les banques, jusqu'à l'heure actuelle, ils financent le trésor à travers le marché adjudicataire. Et donc, lorsqu'ils ont une souffrance, on recourt au marché secondaire. Et donc, aujourd'hui, il y a des vraies questions qu'il faut poser sur l'économie marocaine. Qui finance l'économie marocaine? Ceci est particulièrement vrai, c'est lancé même au niveau de l'investissement public. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un budget plus que 86%, il est financé par le fisc. Et donc, il est financé par des ressources fiscales. Lorsque ça ne tourne pas, lorsqu'il n'a pas l'air de pleuvoir, donc on voit qu'il n'y a pas de revenus, donc l'État il n'a rien à fiscaliser. Et les gens, ils ne vont pas dépenser. D'accord. Je voudrais, Moustapha Sahimi, peut-être un commentaire rapide avant de commenter aussi. Ce n'est pas un fait divers, hein, cette histoire du poissonnier de Marrakech. Elle renvoie à une certaine solidarité populaire face à l'opacité de certaines pratiques qu'on décrit depuis plusieurs années maintenant, via des institutions telles que le CESE par exemple, mais dont on ne voit pas finalement l'impact ou l'outcome sur les politiques publiques qui mènent au final, grâce aux réseaux sociaux bien naturellement, à ce mouvement populaire derrière comme un Robin des Bois, j'ai envie de dire Robin des Poissons. Moustapha Sahimi. Alors, 2 mots sur le concept de politique publique. Il est connu. Je ne pense pas qu'il y ait une ambiguïté pour les politiques publiques. C'est les mesures prises par les pouvoirs publics, le gouvernement et c'est la doctrine, hein? Non, mais c'est ça, la politique publique. On peut pas pinailler sur le concept de politique publique. C'est les politiques prises par l'État ou les secteurs qui s'y rattachent, semi-publics, etc., d'administration, pour prendre un certain nombre de mesures dans le cadre d'un certain nombre d'objectifs. Bien. Pour ce qui est de la feuille de route, je vais être moins formaliste que vous. C'est une feuille de route, ça a été dit, 2025-2030. Le chef du gouvernement a donné un taux de croissance de 4%. Et c'est intéressant pour la période 2025-2030. Donc il a annoncé des objectifs couvrant le prochain cabinet, laissant entendre peut-être en pointillé, mais c'est qu'on peut comprendre comme ça, qu'il allait être conduit, que ça serait le gouvernement de la Coupe du Monde 2030. C'est une interrogation. Maintenant, Moulhout, c'est quelque chose de fantastique. Ça prouve quoi? Ça prouve la vivacité de la société. Ça prouve qu'il y a une politique institutionnelle qui est développée au Parlement, à droite à gauche par les ministres, qui d'ailleurs sont de moins en moins audibles.
du fait qu'ils ont des difficultés à communiquer sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ne font pas, et à donner un certain nombre d'éléments. Et voilà quelqu'un qui sort à Marrakech, un jeune que tout le monde a vu, qui est une figure maintenant iconique de cette jeunesse marocaine pleine d'entreprise et de courage, qui vend les sardines à 5 dirhams. Il a fait l'objet d'abord d'une mesure arbitraire de type administratif. Et puis, il y a eu un tel tollé, je peux vous dire que finalement, ça a été pris en compte par qui de droit, je pèse mes mots, pour qu'il soit autorisé, etc. Oui, c'est une nouvelle conscience économique collective. C'est nouveau, hein, grâce aux réseaux sociaux. C'est un acte de révolte. C'est un acte de révolte par rapport à une politique du marché pour ce qui est des poissons. Deux, il y a l'importance des réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a 20 ans, personne n'aurait parlé de ça. Sinon, 3 lignes dans la page 12 de tel ou tel journal d'opposition. C'est quelque chose de fantastique qui donne des capacités de mobilisation qu'on a vues, il faut le rappeler, dans l'histoire politique récente, lors du printemps arabe en 2011. Il y a eu ce qu'il y a eu ailleurs et au Maroc parce qu'il y a eu une mobilisation à travers les réseaux sociaux. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a une mobilisation économique, pas sociétale. J'y viens. Il y a eu également une mobilisation économique à propos du boycott. Il y a un certain nombre de sociétés, il faut le dire, c'était économique. Là, maintenant, c'est une situation de détérioration du pouvoir d'achat qui est jugée intolérable. Intolérable du fait en plus du rachérissement de la période du Ramadan. Et donc, c'est la mise en cause d'un système de commercialisation qui a l'avantage d'être une métastase sociétale dans tout le Maroc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement communique mal, ça veut dire que ce gouvernement ne prend pas les mesures adéquates pour mettre fin à des circuits de distribution qui sont parasitaires. D'où la défiance. Bien sûr, la défiance. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il a donné un exemple lui-même. Il achète des sardines à 3 dirhams, il les vend à 5 dirhams. Il a fait l'objet d'une levée de boucliers des poissonniers de Marrakech, ailleurs, etc. Et il faut quand même dire qu'il y a un gros problème. La cherté de la vie, c'est d'abord la réforme fondamentale des circuits de distribution. Les circuits de distribution au niveau des importateurs. Vous savez quelle est la chaîne des importateurs? C'est producteurs, semi-grossistes, commerçants locaux, consommateurs finaux. Tout ça, c'est des gens qui n'ont pas de bureau d'ailleurs, qui travaillent par téléphone. Une deuxième chaîne de distribution, c'est les producteurs. C'est les intermédiaires, commerçants locaux, consommateurs de grossistes, distributeurs locaux, consommateurs finaux. En bout de chaîne, c'est le consommateur qui est pénalisé par des intermédiaires qui travaillent avec téléphone, qui n'ont pas de bureau. Qui prennent, qui vendent, etc., ceci, cela. Alors, c'est des circuits compliqués, ça entraîne des coûts supplémentaires pour le citoyen et le consommateur et l'agriculteur. Je vais vous donner un exemple quand même de dysfonctionnement. Savez-vous qu'il y a un seul marché de gros des fruits et légumes au Maroc et il est à Casablanca? Alors, quelle réponse politique face à cette rupture de confiance en quelques mots, messieurs? Et je vous interpellez aussi, professeur Alafi, en quelques mots, peut-on durablement créer de l'emploi par la subvention publique? Moi, je m'inscris en faux à cette démarche, parce que ce qu'on appelle dans notre jargon les dépenses de transfert. Bien sûr. Je pense, ou ce que les économistes appellent l'impôt négatif. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous subventionnez, il faut mettre beaucoup de garde-fous. Les subventions, ils ont démontré leurs limites dans différents secteurs. Que ce soit les subventions accordées aux ménages, parce que ça serait synonyme de la part. Vous allez pousser, c'est quand vous allez officialiser la mendicité, les gens, au lieu d'aller travailler, il va attendre que l'État lui donne une subvention. On a vu le cas de l'Haouz, au lieu que l'État prenne en charge la reconstruction, il a donné des subventions et on a vu le résultat ne sont pas aussi agréables. Je pense que la question de la subvention ou les subventions publiques, que ce soit les subventions qui sont destinées aux ménages, aux entreprises, ils ont besoin d'un perestroïka au Maroc. Parce que c'est de l'argent public. S'il n'est pas bien contrôlé, s'il n'y a pas un suivi
Donc, par les institutions de contrôle. Il y a la Cour des comptes, il y a les corps d'inspection, il y a pas mal de... Il y a les services de l'inspection, les services centraux des inspections au niveau du département. Il y a pas mal de moyens. Si on veut contrôler, il y a pas mal de moyens pour... Mais le véritable contrôle, c'est le contrôle a priori. Avant de décider de subventionner, il faut se demander, est-ce que l'action que je vais amener, est-ce qu'elle est fiable? En amont, pas en aval. Voilà. Après que le mal... Après le coup. Oui, ben voilà. Mais, enfin, le mal ou le bien. C'est pas ça. Mais pas catégoriser. ce sont des arbitrages institutionnels, économiques et aussi politiques qu'il faut faire. Si je veux assurer un service public donné, il faut savoir quel est le mode de gestion le plus fiable et le plus intelligent pour lequel je devrais opter. Est-ce que je devrais faire une subvention directe ou l'intervention indirecte? Donc, et ça, c'est le travail du gouvernement. Mais politiquement, c'est très vendable, une subvention. C'est électoraliste. C'est électoraliste. Voilà, c'est très vendable où on gagne en tout cas en un mot, sur le contrat social. Il faut qu'il y ait contrat social, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait adhésion des citoyens à des politiques publiques. Mais encore. Alors, ça veut dire un certain nombre de réformes structurelles, notamment, j'ai parlé des circuits de distribution qui sont parasitaires, il faut bien y arriver. On a fait... Mais le CESE l'a dit il y a 2 ans. Oui, mais alors, c'est le problème que vous avez évoqué au début d'émission. Il y a un certain nombre de rapports qui sont là. Où est le rapport du nouveau modèle de développement? Où est le rapport de la commission du nouveau modèle de développement? Nous allons y revenir lors d'un prochain numéro, certainement. Nous ne sommes plus que 2, je crois, vous et moi, à parler du nouveau modèle de développement. Si vous exagérez. Non, j'exagère à peine. Bon, en tout cas, mais on rappelle. Il faut des réformes structurelles et une capacité et du volontarisme. Ça n'est pas toujours le cas, hélas. En 2 mots, Hassan Araf. Professeur Sahimi, il vient de se faire une idée. Le gouvernement avait signé, à l'occasion de l'Open Government, un accord sur le gouvernement ouvert. Oui. C'est le moment ou jamais de démontrer est-ce qu'il est ouvert. Avec l'OCDE. Voilà. C'était le cahier de charge de l'OCDE, donc, le gouvernement ouvert. c'est tout un process. Tout à fait. Et je pense que le Maroc est le seul pays arabe qui adhère à ce club. Ouais. Et donc, il faut démontrer qu'ils sont suffisamment ouverts aux citoyens. Merci beaucoup. Merci Hassan Arafi. Vous voyez que vous inspirez bien des gens pour des idées lumineuses. Mustafa Srimi. Merci beaucoup. Je suis plus humble que vous ne croyez. Merci. Merci Mustafa Srimi. Merci encore une fois Hassan Arafi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.